évoqué avec elle la revalorisation des bourses d'entrée. Je sais qu'il y a certains étudiants qui vont sourire de 100 000, on se retrouve parfois 300 000. Oui, l'orientation des bacheliers, bientôt la préparation de la rentrée scolaire avec la ministre Diaka Sidibé. Elle est avec nous, la toute première question, Babila. Madame la ministre, encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous admirons beaucoup et nous saluons, n'est-ce pas, votre combativité sur le terrain. Vous êtes l'un des rares ministres, en tout cas, qui est très apprécié dans l'opinion. Ça, je vous le fais savoir aujourd'hui. Il y a environ une semaine, vous avez pris la mesure de procéder à l'augmentation des bourses d'entretien. De 95 000, on s'est retrouvé à 100 000 pour ceux de la première année. Ceux de la deuxième année, une augmentation de 100%. Et ceux de la troisième année, plus de 100%, et voire près de 300%, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qui a prévalu à cette décision majeure? Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation encore une nouvelle fois. Par rapport à votre question, vous n'êtes pas sans savoir que nous venons de loin. Le système éducatif guinéen, nous connaissons l'état. La problématique de la non-qualification, de la formation en relation avec l'emploi, par rapport à l'amélioration des conditions également des étudiants ou encore des enseignants dans nos campus universitaires. Donc, lors de notre prise de fonction, nous avons déjà fait les constats. Nous avons fait un diagnostic franc. Nous avons fait un campus tour. Nous avons sillonné toutes les institutions d'enseignement supérieur, publiques et privées de notre État, de Conakry à Zérékoré, en passant par les régions. Et pendant l'immersion gouvernementale également, nous avons eu à échanger avec les étudiants, avec les enseignants, avec les encadreurs, les responsables d'établissement. Le diagnostic aujourd'hui, il est connu de tous. Il était connu pour la plupart d'entre nous. Et moi, personnellement, qui viens du système de l'enseignement supérieur depuis près de 7 ans maintenant. La revalorisation de la bourse vient d'abord d'une volonté des autorités de la transition. Ça, il est très important de le préciser. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous d'où nous venons. Nous sommes animés d'une volonté de pouvoir changer les choses, de pouvoir mettre les bases d'une vraie refondation du système. Et cette refondation du système passe aussi et incontestablement par l'éducation, dont l'un des sous-secteurs que j'ai en charge, l'enseignement supérieur. Donc de cette volonté politique de vouloir changer les choses, de vouloir améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des étudiants dans nos campus universitaires, c'est de là est venue cette idée de revaloriser. Revaloriser aussi pour permettre à un étudiant qui se trouve à Cancan, à l'Abbé, de pouvoir aller en classe avec la volonté d'apprendre, pas la volonté de se soucier de comment il va aller à l'école. Pas la volonté de la détermination de dire est-ce qu'il faut que je travaille à côté, est-ce qu'il faut que je sois entre l'école et mon petit job du quartier, est-ce qu'il faut que j'appelle mes parents. En fait, de réduire un peu la pensée de l'étudiant pour que l'étudiant puisse se concentrer sur l'essentiel quand il est dans son milieu universitaire. C'est l'apprentissage. C'est cela la volonté aujourd'hui des autorités de la transition, de pouvoir fournir à un étudiant, de pouvoir assister l'étudiant, parce qu'après tout, cette revalorisation de par la bourse d'études ou encore par la bourse d'entretien, c'est une aide financière que l'État accorde à tout étudiant guinéen inscrit dans nos institutions d'enseignement supérieur public, bien sûr avec certaines conditions que nous allons justement en parler un peu plus tard. Justement, si vous permettez, on va bondir, on ne va pas brûler les étapes, on va parler de ces conditions. Oui, comment obtenir? C'est combien? Pour ceux qui nous écoutent, ceux qui sont à l'intérieur du pays, certains étudiants qui nous écoutent et qui nous suivent, qui ne savent pas combien ils vont percevoir à la fin du mois. D'accord. Déjà, pour qu'un étudiant puisse bénéficier de la bourse, que ce soit la bourse d'études qui offre à l'étudiant la gratuité de sa formation, dont l'État prend en charge, il faut d'abord être détenteur d'un bac. Il faut avoir le baccalauréat. C'est très important et j'insiste là-dessus. Pour être à l'université, qu'elle soit publique ou privée, il faut être détenteur avant toute chose d'un baccalauréat. L'université est post-baccalauréat et pas le contraire. Deuxièmement, il faut être d'abord de nationalité guinéenne. C'est très important aussi qu'on puisse justement, c'est l'argent de l'État, il faudrait aussi que ce soit des étudiants guinéens. Ensuite, il faudrait être admis ou en tout cas orienté pour les filières dont l'admission se fait par orientation ou encore par concours, pour ceux, par exemple, de la faculté des sciences et techniques de la santé, ou encore sur titre, parce que très bientôt, nous allons
prendre un arrêté conjoint pour permettre à ceux qui ont fait l'enseignement technique de pouvoir s'inscrire aussi à l'enseignement supérieur. Donc, ils peuvent être admis sur titre. D'accord. Donc, nous avons mis l'accent sur même ce qui va venir après pour permettre à un jeune étudiant de pouvoir se former à l'enseignement supérieur. Bien. Donc ça, ce sont les conditions d'abord d'octroi, d'obtention de la bourse d'études, la gratuité de la formation. Et de l'autre côté, il y a les mêmes conditions qui sont reconduites par rapport à la bourse d'entretien. Ce sont les pécules que l'étudiant, qu'on met à la disposition, que l'État met à la disposition de l'étudiant. Bien. Donc avant, ces dernières années, nous sommes passés quand même aujourd'hui de 95 000. C'est le minimum qu'un étudiant de la première année reçoit dans les institutions d'enseignement supérieur public de notre pays. Bien. Donc celui qui avait l'habitude de recevoir 95 000 va recevoir désormais 100 000 francs guinéens. Bien. Celui qui avait 100 000 va recevoir 200 000. 5 000 francs de différence. Il y avait que en fait, il y avait l'échelon sous forme d'escalier, je vais me permettre de le dire comme ça, 95 000, 100 000, 105 000, 110 000. Bien. Donc celui-là qui avait 100 000 pendant la rentrée 2021-2022 va avoir 200 000. D'accord. Celui qui avait 105 000, 300 000, 110 000, 400 000, jusqu'à ceux qui sont en bac plus 5 pour les filières d'ingénierie ou encore pour la médecine à Dalaba ou encore à Farana sur certaines filières, et la médecine de Gamal pour la 6e, la 7e vont toucher désormais 500 000. Ce qui est important de préciser par contre, c'est que du passage d'une classe à une autre, la bourse ce n'est pas automatiquement renouvelée, comme beaucoup pensent aujourd'hui comprendre. Il faut avoir satisfait aux conditions d'inscription de la 2e année. D'accord. C'est-à-dire que vous ayez validé vos cours, que vous aviez suivi régulièrement vos cours et que vous n'avez pas de dette académique, entre autres. Donc si vous avez des dettes, vous ne pouvez pas percevoir. Voilà, conformément au règlement des études du premier cycle en République de Guinée, l'étudiant peut avoir, dans le cas du système dans lequel nous sommes actuellement, le système LMD, nous avons un système de semestre. Si vous prenez un étudiant, une formation sur la licence fondamentale, c'est-à-dire sur 3 années de formation à l'université, vous avez 6 semestres de formation. Si vous prenez ceux-là qui font les filières de génie, pas l'ingénierie, les filières de génie, la licence professionnelle, vous avez sur 8 semestres, sur 4 ans. Bien. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, un étudiant qui a raté un cours, il peut se voir renouveler. Le règlement ne stipule pas qu'on coupe sa bourse. Bien. Donc, il peut continuer en plus des matières qu'il aura en 2e année. Mais s'il comptabilise 3 dettes académiques dans le même cycle, c'est-à-dire en première année, je vais m'expliquer pour les rentrants de la première année. Bien. Celui qui est en première année, inscrit en semestre 1, il a 5 cours de 6 crédits chacun, ce qui fait 30. Qu'est-ce qui va se passer? S'il valide tous ces 5 cours au premier semestre et au 2e semestre, ça fait 10 cours de l'année, il passe. D'accord. Donc la demande est faite et sa bourse est renouvelée. Si par contre, dans sa formation de la première année, il comptabilise 3 dettes, c'est-à-dire 3 matières non validées, c'est stop. Il a la première alerte de redoublement. D'accord. Par rapport à la bourse d'études, il peut continuer à se former, mais il faut qu'il lève d'abord ses dettes avant de poursuivre sa formation. Bien. C'est ce que dit le règlement intérieur. Donc, le décret aussi, nous avons mis un accent particulier là-dessus. Si l'étudiant comptabilise plus de 4, qu'est-ce qui veut dire? Que cet étudiant-là n'a pas toutes les capacités, il n'est pas apte à poursuivre sa formation dans cette filière-là. Donc, il peut être exclu de ce programme. Pas forcément de l'université, mais de ce programme de formation. Et l'étudiant perd aussi sa bourse d'entretien. D'accord. Donc, je reviens là-dessus. Vu qu'il y a la bourse d'études et il y a la bourse d'entretien, vous avez deux fois, vous avez ce constat 2 fois, vous ratez 2 fois, vous pouvez poursuivre. Mais la bourse d'entretien qui est une mesure quand même incitative, vous le perdez dès lors que vous avez un redoublement. Dans la lancée. Voilà, toujours dans la même lancée. Alors, Madame la ministre, je me mets dans la peau de cet étudiant de la première année ce matin. On sait qu'avec la bourse d'études, par exemple, la première bourse, qui donne cette gratuité-là, avant, on avait les universités privées. Et ça a été supprimé. Et ces montants qu'on reversait à ces universités-là pouvaient permettre de revaloriser les pécules des étudiants. Mieux, vous êtes arrivé, on salue cette initiative, mais au niveau de la première année, vous passez de 95 000 à 100 000, ce n'est que 5 000 francs pour des bleus qui viennent de rentrer à l'université. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi on n'a pas vu plus? Déjà, vous conviendrez avec moi que de la première année à la 5e année, on ne sortait pas de 100 000. Il fallait quand même une moyenne et d'entrée de jeu, un montant de base minimal.
C'est la simple raison. Il n'y a pas une autre connotation derrière. C'est dit que par rapport à ces dernières années, tout le monde, pratiquement de la première à la quatrième, était autour de 100 000. 95 à 5 000, on a vite fait la moyenne. On dit, bon, nous allons fixer la base à 100 000 francs et les autres, nous allons doubler et un peu tripler. Parce que pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos. L'aide financière, avant tout, c'est une mesure incitative. Qu'est-ce que nous voulons faire passer par ce message? Beaucoup viennent en première année à l'université ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas quel est l'objectif même de son orientation dans telle ou telle filière. Pour maintenir, c'est une question aussi de maintien dans le parcours universitaire. Ces mesures incitatives évoluent de la première à la deuxième, de la deuxième à la troisième, pour pousser l'étudiant à se donner à la formation, pour exceller. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, on a beau décrier notre système, il faut des moyens derrière, des moyens d'accompagnement, tant sur la formation que sur l'amélioration des conditions. Nous nous attaquons à tous, pas à la fois, mais de façon au cas par cas. Depuis le mois de janvier, nous nous sommes attaqués au grand problème qui est la formation elle-même. La réforme des programmes de formation de l'enseignement supérieur pour une meilleure adéquation formation-emploi. Ça, c'était depuis l'entame de notre prise de fonction. Des journées de concertation de l'enseignement supérieur, aujourd'hui, nous sommes passés à l'atelier de validation. Aujourd'hui, nous sommes sur le recrutement des consultants qui doivent travailler avec nous pour améliorer le contenu des programmes de formation. Donc, à côté, nous continuons la réhabilitation et l'équipement des universités. Vous le verrez certainement lors du bilan de notre département, tout le travail qui est fait derrière pendant ces 8-9 mois de fonction. Et à côté, l'amélioration, donc je vous laisse... En attendant, on en saura davantage par rapport à ce bilan. Allez, Alphonse. L'autre aspect important qui ressort de votre communication, c'est que l'étudiant qui ne répond pas à 4 cours ne doit plus rester dans le programme. Quand on sait que l'orientation n'est pas du choix de l'étudiant, mais du gré du département. Aujourd'hui, comment reformer le système d'orientation de sorte que l'étudiant se retrouve dans une filière où il se sent à l'aise pour pouvoir mieux étudier? Attention, parce que c'est cette information que vous avez, l'étudiant, c'est lui qui choisit sa formation. Il a 15 choix. 15 choix. Le département oriente en fonction aussi des moyens du bac. C'est très important de le préciser. Nous ne venons pas comme ça dans la base de données, nous dispatchons. C'est pourquoi nous ouvrons, à partir du 7 septembre prochain, l'orientation. L'étudiant a le choix de sa filière. Mais il faudrait aussi qu'il choisisse, que cet étudiant-là choisisse une filière où nous savons qu'il a la capacité de pouvoir tenir. C'est très important. De la même manière que pour accéder à certaines formations, que ce soit ici ou à l'étranger, il y a des conditions d'admissibilité. Ce sont ces mêmes conditions-là sur lesquelles nous travaillons au niveau du département. Et la première de ces conditions, c'est l'obtention du baccalauréat avec la moyenne du baccalauréat. Qu'est-ce que nous faisons au niveau du département avant d'ouvrir? Vous avez vu que quand même, depuis les résultats, c'est seulement cette semaine que nous avons lancé la date d'orientation. Parce qu'un travail préliminaire est fait. Nous prenons les résultats du baccalauréat. Nous faisons des simulations. Nous faisons un travail préliminaire. Nous regardons aujourd'hui combien de bacheliers sur les 8731 bacheliers qui ont reçu, combien ont eu la moyenne? 16. Combien ont eu 14? Combien ont eu entre 12 et 13? Donc, nous faisons ces statistiques-là pour d'abord avoir une idée de la répartition en fonction des capacités d'accueil et des restrictions au niveau des programmes de chaque institution d'enseignement supérieur. C'est très important parce que quand même, même à un moment donné, nous on a fait l'ISIC de Kountia, mais ce sont les 100 premiers en sciences sociales qui se retrouvaient à Kountia. Donc si tu étais 200e, tu ne pouvais pas être à Kountia, même si ces dernières années... On ne peut pas vouloir de quelque chose et de son contraire. Pour qualifier un système, il faut des mesures de restriction. Il faut un dispatching qui tient compte de certains éléments. Et c'est ce que nous faisons. Il est c'est pas très reluisant d'entendre que non, on oriente selon notre bon gré. Derrière, il y a un travail qui est fait et on laisse le soin. Après, maintenant, il y a une question de dissémination, d'orientation qui arrive après l'inscription de l'étudiant sur la plateforme. Si vous avez 10 de moyenne, vous voulez aller à l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, alors que l'accès là-bas c'est 12. Est-ce que le département doit laisser cet étudiant-là choisir alors qu'il n'a pas les moyens qui lui permettent d'accéder à cette formation? Alphonse, tout dans la lancée avant de revenir. Oui, j'espère que c'est dans la lancée. Oui. Vous savez, souvent, il y a ce premier de la classe ou ce premier assez bien classé en sciences sociales qui n'a pas envie de faire l'ISIC de Kountia, qui rêve de faire sociologie.
mais il a 12 de moyenne, et l'ISIC, l'accès, c'est 11 ou 12. Cet étudiant est orienté du côté de Symphonia à la place de l'ISIC. Est-ce qu'aujourd'hui, en fonction des moyennes, ces étudiants ont la possibilité de demander un changement de filière pour ceux qui ont des bonnes moyennes et qui se retrouvent dans des filières où ils ne voulaient pas être orientés à la base? D'accord. C'est une question très pertinente. Ce que nous faisons dès après l'orientation, c'est de temporiser d'abord et de ne pas laisser les questions de transfert commencer tout de suite. Il y a des cas particuliers qui arrivent. Parce que même dans la commission d'orientation, le département ne fait pas seul l'orientation. Et ce n'est pas une direction qui fait l'orientation. Il y a une commission derrière l'orientation. Cette commission-là, il y a même les responsables des universités qui font partie. Il y a l'enseignement préuniversitaire qui est représenté dans l'orientation, dans la commission nationale d'orientation que le département a mis en place. Il y a l'enseignement technique, il y a les parents d'élèves, il y a certains cadres de département de la direction générale de l'enseignement supérieur. Nous, en amont, quand nous avons les résultats, comme je l'ai précisé, il y a cette évaluation aussi qui se fait. Mais après l'orientation, ce que nous ne voudrons pas, j'ai eu à faire cet exercice dès lors de ma prise de fonction l'année dernière, au cours de cette année. Vous avez près de 300 demandes de transfert qui arrivent par semaine. Vous imaginez si on passe les 3 premières semaines de la rentrée à transférer, mais l'étudiant qui va à Zélékoré, il dira je veux Symphonia. L'étudiant qui va à Kanka, il dira je vais aller à l'Abbé. Il faut travailler en amont. Si vous savez que qui va à la guerre prépare sa monture, je veux aller dans une filière de génie, je me donne les moyens pendant le baccalauréat pour avoir la moyenne qui doit me permettre d'accéder à cette institution. C'est très important. Alors, Madame la Ministre, moi j'approuve très bien cette démarche-là, mais encore mieux, pour réduire ces demandes de transfert, vous parlez de 300 demandes par semaine, pour réduire ça, est-ce qu'il y a notre travail? Parce que se focaliser uniquement que sur la moyenne de l'étudiant pour l'orienter peut envoyer l'étudiant à se retrouver dans une filière qui n'est pas son choix. Est-ce que c'est pas là où le service d'orientation doit mieux travailler à nouveau pour l'aider à aller dans une filière non seulement qui le passionne, mais une filière où, en dépit de la moyenne, il peut vraiment s'épanouir pour éviter ce transfert, pour éviter qu'il se retrouve en première année et vouloir deuxième année, troisième année? Je peux vous rassurer quelque chose. Même l'étudiant qui veut aller à l'AB en génie, je sais pas, génie énergétique et autres, à la base, est-ce que c'est son choix? Très peu d'élèves aujourd'hui de bacheliers viennent au bac avec le choix du parcours. Cette année, ce qu'on a fait, qui est différent des années antérieures, nous avons fait ce qu'on appelle le salon de l'orientation. Pendant plusieurs semaines, nos équipes se sont déployées dans les 7 capitales administratives. Nous avons réuni tous les bacheliers en collaboration avec l'enseignement préuniversitaire et l'enseignement technique. C'était une première. C'était le premier salon de l'orientation. Nous avons expliqué aux étudiants, aux bacheliers, même ceux-là qui sont au niveau brevet, nous les avons réunis dans des salles au niveau des maisons des jeunes. Nous les avons expliqué les parcours. L'enseignement technique, l'enseignement supérieur. Voici ce qu'il faut pour arriver dans telle filière à Zélékoré. Voici ce qu'il faut pour arriver dans telle filière à Gamal. Nous les avons présenté la plateforme d'orientation du département. Comment faire le choix? Ce travail, nous l'avons fait en amont. Nous l'avons fait pour justement ne pas arriver à cette question qu'on nous pose aujourd'hui. Est-ce qu'on laisse l'étudiant choisir? L'étudiant a le choix. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons fait la plateforme de telle sorte que lorsque telle université, le barème c'est 12, automatiquement ceux-là qui vont s'inscrire dessus, en fonction de la capacité d'accueil de l'institution d'origine, ça se stoppe dès lors que cette capacité est atteinte. Donc c'est très important que nous puissions préciser sur cette... Permettez-moi, c'est juste dans la même logique que vous êtes en train de dire. Par exemple, au niveau de l'orientation, est-ce qu'il n'y aurait pas des questions en plus pour savoir les vraies motivations de l'étudiant, pour pouvoir l'aider, même s'il a le privilège de choisir, pour pouvoir l'aider dans son choix, parce que des fois, justement, il ne connaît même pas. Oui, il y a des centres d'appel que nous mettons justement en place pour cela. Le salon de l'orientation, c'était une étape. Avant le baccalauréat, nous l'avons fait. Et pendant le processus d'orientation, il y a un centre d'appel qui sera là pour aider les étudiants à choisir. Donc, pour un parent d'élève qui a envie d'accompagner son étudiant, c'est ouvert, le canal est ouvert de la communication, pour l'aider en fonction de sa moyenne, par exemple, du baccalauréat. Il y a des choix aujourd'hui. Si vous regardez les critères que nous avons finis, cette année, ça serait très compliqué de dire qu'un étudiant n'a pas eu son choix en fonction de sa moyenne. Si vous ne l'avez pas à Conakry, vous l'avez à l'AB. Le problème qui se pose, c'est que les étudiants
chacun n'aime pas aller à l'intérieur. Tout le monde veut se retrouver à Symphonia ou à Gamal. Ouais. Alors que des institutions là aujourd'hui ont des capacités d'accueil importantes. Il y a eu un dispositif d'accompagnement, de réhabilitation, d'aménagement pour pouvoir permettre à ce qu'un étudiant, un élève qui va quitter Conakry puisse s'épanouir à Kankan, à Labé ou à Dalaba. Ouais. Donc il y a toutes ces mesures, mais si vous voyez les raisons des échanges, des transferts, vous n'en reviendrez pas. Bien. En français facile. Donc, si on vous comprend bien, Madame la ministre, donc si tu veux faire un choix dans une filière et que tu n'arrives pas à avoir la moyenne, par exemple 12, tu ne peux pas aller au niveau de cette filière. On va te renvoyer quelque part. Vous allez choisir. Vous allez faire le choix. Vous allez choisir. Si vous n'avez pas la moyenne pour atteindre cette filière, vous ne pourrez pas aller. Exactement. C'est clair. Bien, allez, Babila. Mais ce que je pourrais préciser pour que ceux-là qui nous écoutent, qui sont concernés, puissent bien comprendre. Vous avez qu'un choix. Si votre premier choix, c'est Dalaba et que l'accès à la filière de formation à Dalaba, c'est 12, il y a d'autres filières à Dalaba que vous pouvez faire. Qui sont proches de votre filière. Qui sont proches de la filière, de la déclinaison, soit à Dalaba ou dans une autre institution. Vous verrez, cette année, nous avons revu les conditions. Et même ceux-là qui ont été orientés l'année dernière se disent « Ah, ceux de cette année ont été privilégiés ». Non. Comme je vous l'ai dit, nous avons fait un travail préliminaire de diagnostic des résultats. Nous savons aujourd'hui qu'il y a très peu qui ont eu même la mention « très bien ». Encore peu moins de 300 ont eu la mention « bien ». Près de 50% de ceux-là qui ont eu le baccalauréat cette année ont eu une moyenne de 10 à 11. Donc les critères, c'est pourquoi vous verrez qu'on a mis plus de seuil minimal à 11 qu'à 12 ou à 13, où l'année dernière, les accès dans certaines institutions quand même étaient de 13, 14 et autres. Donc nous avons privilégié parce que cette année, il y a eu du sérieux par rapport aux examens nationaux. Donc derrière, il faut que nous, à l'enseignement supérieur, qu'il y ait de l'accompagnement. Que ces étudiants-là, ces bacheliers, qui ont eu le bac, qui vont rentrer à l'université, que ça puisse être accessible. Bien. Donc c'est très important. Bien. Si je comprends bien, Babila, si vous n'arrivez pas à accéder à Dalaba, il y a une possibilité que vous soyez à Kankan. Voilà. Ce qui reste clair, vos choix seront respectés, mais ça dépend maintenant de l'université. Voilà. Vous savez, moi j'aime bien le français. Moi, je voudrais expliquer le contraire. À partir du moment où on dit que les orientations se font sur la base des moyennes que les candidats obtiennent, peut-être avant vous, il y a eu cette pratique qu'on a connue. Vous avez 12 ou 11 de moyenne, vous avez fait 15 choix. Très malheureusement, à l'orientation, vous ne vous retrouvez à aucune de ces filières que vous avez choisies. Ouais. Qu'est-ce qui explique cela? Et ça, il y a beaucoup, je vous le dis, il y a beaucoup qui se sont retrouvés dans de telles situations. Ils ont fait 15 choix, mais aucune n'a été retenue, on leur a envoyé ailleurs. Ces jeunes-là ont des voies de recours. Si vous pensez que vous avez été dans ces situations, il s'agit d'écrire au département. Je pense que cela peut être corrigé parce que c'est notre responsabilité de pouvoir gérer tous les cas de figure qui pourraient se poser. Mais ça me surprendrait que ces gens-là aient saisi d'une quelconque manière le département. Parce que si cela était fait, nous prendrons nos dispositions justement pour corriger cela. Mais ce qui m'étonnerait également, c'est que depuis l'année dernière, que ces cas de figure se soient posés en fait. Parce que je sais, en âme et conscience, personnellement, quand les dossiers viennent, je lis chaque lettre. Bien. Raison pour laquelle je vous dis que je sais quels sont les contenus des demandes de transfert. Chaque lettre est lue personnellement de façon individuelle. Bien. Et quand c'est valable pour des cas de maladie soutenus, pour des cas de maternité par exemple, pour des cas de mariage, ils sont en phase de guérison. En tout cas, il y a beaucoup de cas aujourd'hui qui font que nous permettons le transfert d'une ville à une autre. Bien. Mais pas pour des cas, mon père ne veut pas que j'aille à Kankan. Ma mère ne veut pas que je m'éloigne. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Et souvent, c'est des frustrations comme ça que beaucoup mettent sur la place publique en disant « j'ai choisi et on ne m'a pas orienté ». Alors que derrière, ce n'est pas le choix et non, la non-orientation. J'en viens. 15 choix. J'ai été bachelier dans ce pays. Je puisse vous le rassurer. J'ai été bachelier dans ce pays. Mon bac, je l'ai eu en Guinée. J'ai eu les mêmes choix à l'époque, 13, je pense, 11 ou 13 choix. Ça fait une dizaine d'années. En tant que bachelier, je suis venu, je me suis dit, je vais choisir 3. Ces 3-là, je ne choisirai pas 13 parce que je ne pense pas que j'ai envie de faire ces 13, mais je choisirai 3. Mon premier choix à l'époque, c'était la médecine. Le deuxième choix, c'était la géologie. Le troisième choix, c'était l'économie. J'ai fait les sciences expérimentales. Bien. En fonction de mes résultats du baccalauréat d'office, j'étais déjà parmi les boursiers de l'État pour le Maroc. Mais parallèlement, lors de l'orientation, j'ai eu la médecine.
Mais quand je suis partie au Maroc, je suis partie pour une filière les sciences de la Terre et de l'univers. C'était mon deuxième choix en Guinée, mais c'est ce que j'ai fait au Maroc. Et je suis ingénieur géologue. Donc ça ne veut pas dire, c'est pour vous expliquer que le premier choix, forcément, vous pouvez ne pas l'avoir, mais vous aurez le deuxième, le troisième ou le quatrième choix. Si ça va avec vos résultats du baccalauréat et la filière dans laquelle vous devez vous inscrire. C'est très important que nous mettions l'accent sur ça. Allez, Babila, il nous reste 10 minutes à partager avec Madame la ministre. Donc, il reste les préparatifs de la rentrée scolaire. D'accord. Moi, je suis dans la même situation. À l'époque, il y a une dizaine d'années, j'ai fait 8 choix, mais aucun de ces départements ou aucune de ces filières, je n'ai été orienté. Donc, on laisse ça. Par rapport, par rapport, n'est-ce pas, au changement, ça nous demande de transfert. Il y en a qui n'ont jamais quitté Conakry. Pour la première fois, à l'issue des orientations, ils se voient orientés à Zérékoré ou à Kankan. À l'époque où il y avait des campus universitaires, les gens étaient motivés parce qu'ils n'avaient pas affaire à ces difficultés liées à l'hébergement. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Est-ce qu'il y a, par exemple, dans les perspectives du département, la restauration de ces campus universitaires pour justement pallier à ces multiples demandes de transfert que vous enregistrez tous les jours? Déjà, l'une des raisons de revalorisation de la bourse, c'est justement le problème d'hébergement pour les étudiants qui vont à l'intérieur du pays. Une question de mobilité, parce que comme vous le savez, je l'ai dit à l'entame de mes propos, que c'est une aide financière. Pour assister un jeune étudiant qui va se retrouver à Conakry, qui a quitté l'intérieur pour Conakry ou Conakry pour l'intérieur, de pouvoir subvenir à certains besoins fondamentaux, le transport, la restauration, l'hébergement. La revalorisation de la bourse déjà est une réponse à cela. La deuxième, votre deuxième partie de la communication par rapport au retour des dortoirs ou encore des résidences universitaires. Nous avons commencé déjà la réflexion sur cette problématique-là. Et je peux vous le rassurer aussi que c'est une volonté aussi du chef de l'État de pouvoir dire aujourd'hui, et si on allait vers la réinstauration des résidences universitaires? Mais quand il s'agit de nouvelles infrastructures, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut des études préalables, des études de faisabilité, un dossier sommaire, l'APS, avoir un dossier consistant avant d'avoir un financement. C'est pas quelque chose qui va se faire sur une année, on va le dire au niveau de votre antenne ici, non, dès la rentrée prochaine. Ça serait très prématuré et très précoce. Et vous le savez, ça fait 1 an certainement, vous nous suivez, nous ne sommes pas dans l'effet annonce, nous sommes dans l'effet du concret. Nous avons lancé la réflexion autour de cela. Nous sommes en train de contacter aujourd'hui des partenaires qui peuvent nous aider dans le cadre de la mise en place des résidences. Certaines universités aujourd'hui, pour la rentrée prochaine, ont déjà des campus universitaires. C'est le cas de Bokeh, c'est le cas de l'AB. Nous avons mis beaucoup de pression sur l'entreprise qui travaille à l'AB pour que la résidence puisse être disponible avec une très grande capacité qui peut accueillir les étudiants. Madame la ministre, je m'inscris dans cette même logique de la rentrée très prochaine. Là. Alors là, vous parliez tantôt des journées de consultation et qui se terminent cette fois-ci par des ateliers de validation de ces programmes. Est-ce que pour la rentrée prochaine, pour le cas de la cohérence entre les programmes d'enseignement et la réalité du marché, est-ce qu'il y a des programmes d'enseignement qui vont entre autres sauter? Pour l'instant, non. C'est très prématuré parce qu'il faut attendre la fin de la réforme des programmes. La réforme des programmes, c'est pas que le programme de formation lui-même. Il y a la co-construction des programmes de formation avec le milieu, le secteur pourvoyeur d'emploi. Aujourd'hui, nous les avons avec nous. Nous avons eu beaucoup d'échanges avec eux. Ils sont prêts à accompagner le département dans le cadre de la co-construction. Mais à côté, on a besoin d'avoir un référentiel de compétences et de métiers en Guinée par rapport à l'enseignement supérieur. Ce travail aussi a été engagé pour qu'à la fin, le financement puisse s'adosser à la formation et au contenu de la formation. Et c'est un long processus. Une réforme, c'est très long. Parce qu'aujourd'hui, avec le nombre de programmes que nous avons en République de Guinée, il faut un travail sérieux et un travail minutieux. Et c'est l'une des priorités de mon département et qui est également inscrite sur ma lettre de mission. Ce qui veut dire que nous avons une attention très particulière là-dessus. Nous ne briserons aucune étape parce que ça va dans l'intérêt capital de la formation et de la revalorisation du capital humain de notre pays. Donc ça suivra son cours. Nous avons déjà un canevas très défini sur pratiquement toute l'année.
peut-être jusqu'en fin 2023, en s'apprêtant pour la rentrée 2023-2024. Allez, toujours la rentrée, les préparatifs. Alphonse, qui parle de rentrée scolaire, parle de rentrée académique, parle de sortie. Oui. Il y a plusieurs majors de promotion cette année qui sont déjà sortis. Qu'est-ce que le département prévoit pour l'insertion de ces majors-là? Parce que vouloir motiver les autres à suivre, c'est récompenser ceux qui ont déjà réussi. Très bien. Déjà, vous avez entendu dans le décret qui est passé qu'il y a désormais une bourse d'excellence. Oui. Cette bourse d'excellence, nous voulons effectivement l'expérimenter dès cette année. C'est-à-dire ceux-là qui sont sortis d'université cette année même, nous avons déjà écrit à tous les responsables d'institutions de nous faire parvenir la liste des meilleurs étudiants. Parce qu'à côté, nous voulons voir dans le pipe quels sont ceux-là qui ont eu de bonnes moyennes. Nous avons pris contact avec le Service national des bourses extérieures. Nous avons pris individuellement contact avec les universités partenaires en Afrique, dans la sous-région. Aussi, les universités qui ont des programmes de master en Guinée, nous avons déjà les coûts, nous avons tout à notre niveau. Et comme pour accéder à cette formation d'excellence, à la bourse d'excellence, il faut un concours. Donc, nous allons prendre les meilleurs sortants de cette année, les majors de promotion, par le biais d'un concours. Ceux-là qui vont réussir ça se verront dans un des programmes que je viens de citer. Il y a un acteur politique qui disait qu'il n'y a pas un marché saturé pour un bon produit. Exactement. Allez, madame, avant de clôturer cette émission, il y a beaucoup de questions, mais il y a une question qui retient l'attention de l'équipe, c'est qu'en est-il des 70 admis pour les futurs formateurs des classes? C'est vrai que le concours est terminé depuis le 31 décembre, la formation devrait débuter le mois de janvier, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas appelés, nous sommes à 8 mois. Très bien, merci pour la question. J'étais sûre que cette question allait venir parce qu'on a souvent été interpellés. Nous n'avons pas fait sourd oreille. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas souvent dans l'effet annonce. Les CPGE, à notre arrivée, nous avons trouvé effectivement qu'une cohorte de jeunes enseignants avait été recrutée pour pouvoir faire la formation. Comme vous le savez, il y a la procédure de passation de marché que nous, département, il faut qu'on respecte. La passation avait été déjà faite, mais qui a été infructueuse. Donc nous avons repris toute la procédure pour le recrutement du cabinet qui va former ces formateurs. Et la procédure est en cours. Mais quand même, ils sont retenus, ces formateurs, ces 70. Oui, ils sont déjà dans le pipe. Pour l'instant, nous ne sommes pas à cette phase. Nous sommes à la phase de recrutement du cabinet qui va former pendant les 3 années à venir. L'administration étant une continuité, c'est la procédure de passation du recrutement du cabinet qui a été invalide, infructueux, que nous avons repris. Ces 70-là sont là, nous les connaissons, nous les demandons de garder patience parce qu'à côté, ce n'est pas une quelconque pression qui fera que nous allons prendre des raccourcis pour la passation de marché, pour attribuer le contrat à qui nous savons qui puisse être à la hauteur et qui est dans la vision que nous avons aujourd'hui. On ne va juste pas signer un contrat pour se retrouver dans 2 ans, les formations ne sont pas abouties, les jeunes ne sont pas outillés, alors que c'est un projet ambitieux, les classes préparatoires. Et aucune pression derrière ne fera que la vision et le canevas que nous avons établi pour aller vers les classes préparatoires ne soit vraiment... Mais c'est en cours quand même. C'est en cours et c'est en bonne voie. L'annonce a été faite, les entreprises ont soumissionné. Aujourd'hui, nous avons fait l'ouverture des plis. Ça, il faut que je le dise pour que ceux-là qui nous écoutent, qui ont posé la question, soient rassurés que tout est fait. Il n'y a aucun blocage actuellement au niveau du département. Pourquoi la lenteur ou pourquoi cette durée? Parce qu'on a repris la procédure de recrutement du cabinet qui va former de façon comme nous l'entendions dans les termes de référence les jeunes là qui vont servir d'enseignants dans nos futures classes préparatoires. J'aurais voulu vous donner la parole, mais le temps, à moins que ce soit 10 secondes. Voilà, avec Dr Ghané, 10 secondes. Même 3 heures ne suffisent pas pour poser toutes ces préoccupations. Récemment, vous aviez signé un arrêté fixant les modalités d'obtention de bourses pour la formation des formateurs. Et certains nous apprennent que ceux qui, entre guillemets, ont les bras longs ont pu accéder à leur bourse, tandis que d'autres qui n'ont pas de facilité jusque-là peinent à entrer en possession de leurs fonds. Et à Bokeh, d'où vous veniez, allez à la question, s'il vous plaît. le programme de master manquerait, n'est-ce pas, de laboratoire. Que répondez-vous à tout cela? D'abord, la première question, je ne suis pas beaucoup pour la diffamation. Nous avons aujourd'hui un gouvernement. La raison d'être de ce gouvernement, c'est de donner la chance à tous les Guinéens, de la même manière. Donc, dire aujourd'hui qu'il y a ceux-là qui ont des bras longs qui sont parvenus à avoir le montant, je m'inscris en faux. Pour la simple raison que je suis la dernière autorité
qui écrit la lettre de paiement au Trésor. Et il n'y a aucune différence dans l'attribution ou dans la gestion des courriers. Il y a eu un retard par rapport aux documents qu'on devait fournir au Trésor pour les paiements des bourses. Ceci a été déjà levé. Toutes les lettres qui viennent sont signées. Une commission de travail, comme je vous le dis, nous sommes organisés au département de l'enseignement supérieur. La commission qui évalue, il y a la commission qui classe, il y a une commission qui fait l'attestation de réussite et le dernier à transmettre le dossier sur paiement, c'est moi. Bien. Donc, je peux vous le rassurer que ceux-là qui sont à l'antenne, qui pensent qu'ils sont dans ces situations, vous pouvez nous contacter à tout moment si vous pensez que votre dossier a pris du retard. Je l'ai dit à beaucoup qui ont appelé, de pouvoir patienter parce qu'il y avait eu un retard effectivement par rapport au paiement. D'aucuns l'avaient reçu tout de suite, mais on s'est rendu compte qu'il y avait certains qui n'avaient pas tous les documents au complet pour justement faire le paiement. Parce qu'on a insisté sur la dématérialisation du paiement, c'est très important de le dire, sur la dématérialisation du paiement. Par rapport au cas des laboratoires ou encore pour Bokeh, ce qui convient de signaler aujourd'hui, nous fonctionnons à la demande. Si une institution aujourd'hui saisit le département, parce qu'il est bien beau, on n'a pas d'équipement, avez-vous saisi le département de l'enseignement supérieur par rapport à l'acquisition des équipements et que ça n'a pas été fait? Ce que je peux vous rassurer aussi, depuis plusieurs mois, Bokeh doit recevoir des équipements, le contrat est signé, commandé. J'ai même écrit il y a quelque temps la décharge par rapport à l'exonération, justement. Donc, qu'on dise qu'il n'y a pas d'équipement, c'est quand même assez... Madame, merci beaucoup. On aurait voulu continuer à vous écouter, mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. À très bientôt et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Si je puisse profiter de ces derniers mots, Monsieur Ba, c'est qu'un appel aux étudiants pour la rentrée prochaine, c'est très important, de se connecter, de rester à l'écoute des informations qui proviennent que du département. C'est très important. Et je voudrais aussi inviter tous les étudiants que dès l'annonce de la rentrée universitaire, que ceux-là orientés et ceux-là qui sont en formation déjà en deuxième et à d'autres niveaux de formation, de rejoindre leur institutions respectives. Parce que l'opération de biométrie commencera dès la rentrée. Ça, c'est très important. L'opération de biométrie va commencer. Aujourd'hui, les recteurs et les directeurs généraux sont en formation même à l'Autorité nationale d'assurance qualité pour la question de gouvernance et autres. En début octobre, ils vont être en immersion aussi dans d'autres pays pour pouvoir comprendre aussi la gouvernance qui est devenue assez complexe. Donc, merci beaucoup. Invite à tous les étudiants de rejoindre leur campus universitaire dès la rentrée. Merci beaucoup. Madame Diaka Sidibé, elle est la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.